Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à cette édition d'information. Voici les titres sommaires de ce 23h. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, est à Rome en marge de la première session ordinaire pour l'année 2019 du conseil d'administration du PAM. Il a rencontré les opérateurs économiques italiens. Daniel Kablan-Duncan leur a présenté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. La nouvelle configuration de l'échiquier politique ivoirien fait l'objet du dossier politique de ce jeudi. De nouvelles formations politiques voient le jour et face à ces mouvements dans la sphère politique ivoirienne, quelles sont les offres politiques pour la nation ivoirienne? C'est un dossier à suivre dans ce journal. Et au Sénégal, le président Macky Sall a été réélu avec 58,27% des suffrages selon les résultats officiels provisoires annoncés ce jeudi par la Commission nationale de recensement des votes. Ces résultats provisoires ont été rejetés par les 4 candidats de l'opposition qui indiquent toutefois qu'ils ne contesteraient pas ces résultats devant le Conseil constitutionnel sénégalais. Bienvenue dans ce 23h. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, est à Rome. Il participait en ce début de semaine à la première session ordinaire pour l'année 2019 du Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial. Et en marge de cet événement, il s'est entretenu avec les opérateurs économiques italiens. Le vice-président ivoirien les a encouragés à investir en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous explique Jérôme Kofi Abola. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan et les opérateurs économiques italiens à Rome. Une rencontre comme le signe que les hommes d'affaires d'Italie s'intéressent à la destination Côte d'Ivoire. Pour le moins que l'on puisse dire, le représentant des chefs d'entreprise italiens devant le vice-président en a donné la garantie, affirmant que ces chefs d'entreprise sont déterminés à investir en Côte d'Ivoire et contribuer ainsi à son développement. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan s'est dit heureux de cette initiative. Il a rassuré ses hôtes que leurs démarches ne seront pas vaines. La partie ivoirienne doit répondre de manière que dans le trimestre, nous puissions donc à la fois terminer et signer cet accord. Vous voyez que c'est important et je crois que ça peut aider les hommes d'affaires à se sentir plus à l'aise parce qu'on a déjà un accord de non-double imposition et si on a un accord donc, de protection d'investissement et un accord donc, de promotion d'investissement, ça pourra permettre d'aller de l'avant. Et nous avons donc indiqué qu'il faudrait qu'on envisage, si les choses allaient de l'avant, qu'on puisse avoir une ligne directe entre Rome et Abidjan en matière aérienne. La Côte d'Ivoire connaît une croissance importante depuis 2012, une croissance en moyenne de 8% par an, de 2012 à 2018. Nous sommes parmi les 4 pays au monde actuellement qui ont la plus forte croissance. Cette croissance a été obtenue grâce à des réformes structurelles et des réformes sectorielles de qualité et qui ont permis d'obtenir d'abord ce taux de croissance d'une part, mais aussi à la Côte d'Ivoire d'être éligible au niveau donc d'un certain nombre d'institutions telles que le Doing Business, où la Côte d'Ivoire a été classée 3 fois parmi les meilleurs pays réformateurs, les 10 meilleurs pays réformateurs dans le monde. En 2014, 2015 et 2018. Ce sont des responsables représentant au moins 50 entreprises italiennes qui ont pris part à cette rencontre avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ils ont à cœur de tout mettre en œuvre pour réussir un partenariat gagnant-gagnant entre eux et la Côte d'Ivoire. Rendons-nous à présent à Paris où se tient depuis le 23 février dernier la 56e édition du Salon international de l'agriculture. Cette journée de ce jeudi, notre pays a été au rang d'honneur à travers la journée de la Côte d'Ivoire. Cette journée a été spécialement marquée par une conférence sur la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire en matière d'agriculture. À cette occasion, le ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation a insisté sur la richesse agricole de notre pays et au cours de cette journée, une visite des stands de la Côte d'Ivoire a été faite et il y a eu la confirmation de la France aussi comme pays d'hôte au Sahara 2019 par les ministres Mamadou Sangafoa Koulibaly et Kwasi Adjoumani Jean-Jacques Kwame. La Côte d'Ivoire et la France entretiennent une très bonne coopération.
S'appuyant sur le plan national d'investissement agricole, PNIA 2, le directeur général de la planification, de la statistique et des projets a rappelé au cours de la conférence de presse que sur 1 958 milliards de francs CFA d'investissement attendus, environ 149,1 milliards de francs CFA ont été mobilisés par les bailleurs de fonds, dont 83% de la coopération française. Mais le financement de la France a baissé. La nouvelle approche est la transformation des produits sur place et l'innovation technologique. Rechercher le financement du PNIA 2, c'est l'objectif fixé. Et le Salon international de l'agriculture et des ressources animales SARA 2019, prévu du 22 novembre au 1er décembre prochain, est une aubaine quand le pays à l'honneur est la France. Et pour nous, on ne pouvait pas avoir meilleure occasion que cette opportunité, parce que le SARA d'Abidjan est un salon international, c'est un salon de la sous-région. Donc c'est en allant au Sahara, on ne s'adresse pas seulement à la Côte d'Ivoire, mais aux 15 États de l'Afrique de l'Ouest. Et je suis sûr que ce sera une occasion pour nous de renforcer la coopération entre la France et l'Afrique de l'Ouest. La France, c'est notre invité spécial qui viendra avec tous ses atouts, que ce soit dans le domaine végétal, tout comme dans le domaine des animaux et de la pêche. Donc nous disons au monde entier que le salon de cette année sera un salon extraordinaire, la destination nouvelle pour promouvoir l'agriculture, l'élevage et la pêche, c'est bien SARA Côte d'Ivoire 2019. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Guillaume Didier, a annoncé que la France va accompagner la Côte d'Ivoire dans sa politique agricole zéro déforestation. Puis, il a confirmé la venue de la France au Sahara. Puisque la 5e édition du Sahara à l'automne prochain à Abidjan sera le moment de partager avec vous dans votre pays les relations fortes que nous avons économiques, sociales et j'allais dire fraternelles entre nos deux pays, nos gouvernements, nos chefs d'État et nous-mêmes. La France était représentée en 2015 et en 2017 par mes prédécesseurs avec des entreprises à l'exportation. L'année 2019 sera, et l'édition 2019 sera une édition d'importance encore plus grande pour notre pays, puisque la France, et encore mille merci, est pays à l'honneur du Sahara. Alors, puisque nous sommes le pays à l'honneur, la France devra honorer cette place. Cette place, les statistiques le prouvent. La France est le premier fournisseur et 3e client de la Côte d'Ivoire. Après cette conférence, la journée dédiée à la Côte d'Ivoire a été marquée par la visite du stand du ministère des Ressources halieutiques et animales et celui du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Occasion pour les deux représentants du gouvernement d'échanger avec les exposants. Toujours au Salon international de l'agriculture à Paris, Hervé Blé nous fait revivre dans cet élément la journée, l'ambiance de cette journée spéciale Côte d'Ivoire. Dégustation, découverte des produits agricoles et de la pêche, groupe folklorique de la Côte d'Ivoire. C'est tout un programme aux couleurs de notre pays qui a été offert aux nombreux visiteurs de ce jeudi. On regarde. Belle ambiance au stand de la Côte d'Ivoire à la journée ivoirienne et à l'accueil du ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani. Cette journée spéciale, les Ivoiriens et leurs hôtes ont fait la fête ensemble. Au programme de cette journée, des conférences avec différents partenaires pour évoquer les bons points mais aussi les perspectives de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour le côté officiel, beaucoup moins formel à la découverte et la dégustation des produits de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage ivoirien. À ce rendez-vous ont répondu beaucoup de visiteurs du salon, visiblement satisfaits d'être là. Les gingembre ananas. Le gingembre ananas, c'est très bon. Très bon. Côte d'Ivoire peut être cacao, mais je voulais juste faire une photo. Vraiment sucré, tout ce qu'il faut pour comme un bon chocolat.
Présents sur les stands ivoiriens, les ministres Mamadou Sangafoua de l'Agriculture et Kobenan Kwasi Djoumani, les ressources animales et halieutiques, ont marqué leurs encouragements aux exposants ivoiriens, exposant aux petits soins des nombreux visiteurs des stands de la Côte d'Ivoire. Retournons à nos réalités. En Côte d'Ivoire, la prochaine saison pluvieuse s'anticipe fortement dans le district d'Abidjan. Les travaux engagés pour faire face aux éventuelles inondations avancent plutôt bien et c'est le constat fait par des membres du gouvernement au cours d'une visite ce matin des chantiers dans la commune de Cocody. Les différents ouvrages pourraient être livrés en avril prochain. Le compte-rendu de Michel Digré. Ne pas se laisser surprendre par les pluies diluviennes de cette année. 4 ministres visitent les ouvrages initiés par le gouvernement ivoirien pour limiter les dégâts dus aux inondations en saison pluvieuse. Du bassin écrêteur en cours de réalisation au quartier Génie 2000 à celui de la Riviera Bonomé, les ministres Andésiré Oloto, Sidi Touré, Joseph Seka et Sidiki Diakité ont pu constater l'état d'avancement des travaux. Vous savez, les dégâts que nous avons subis l'année dernière et les instructions du président de la République ont été de prendre au niveau du gouvernement, au niveau de chacun des ministres, toutes les dispositions pour qu'on ne revive plus ces choses-là. Et le comité interministériel de crise qui a commencé ses travaux depuis la fin de la saison des pluies dernières a déjà tenu plusieurs réunions. Des instructions ont été données, des moyens ont été dégagés par le gouvernement pour régler en amont les problèmes qui sont à la base des grandes inondations dans le district autonome d'Abidjan particulièrement. Et aujourd'hui, tout le comité, les différents ministres concernés ont tenu à faire une visite de terrain pour venir voir d'eux-mêmes le niveau de réalisation de ces travaux en termes d'assainissement, en termes de libération des emprises et également en termes de réalisation de caniveaux, n'est-ce pas, de bassins écrêteurs. Donc nous sommes au terme de cette visite et nous sommes satisfaits du travail qui est fait par les techniciens. En 2018, les pluies diluviennes ont occasionné une vingtaine de morts dans le district d'Abidjan et causé plusieurs dégâts matériels. Et en prévision de cette prochaine saison pluvieuse, l'Office national de la protection civile renforce les capacités de ses partenaires. On en sait davantage dans ce reportage d'Abou Sanogo. L'ONPC, l'Office national de la protection civile, présente ses axes du plan de communication et de sensibilisation. L'Office national de la protection civile lance donc le projet de renforcement des capacités de prévention des catastrophes pour une bonne amélioration de la protection civile en Côte d'Ivoire, mais surtout améliorer les liens pompiers civils-population. Il s'agit pour le PNUD, avec un financement japonais, de renforcer les capacités d'action des pompiers civils sur le terrain, afin de leur permettre d'être beaucoup plus efficaces en termes de formation, plus efficaces en termes d'appui de matériel, plus efficace en termes d'appui dans la réalisation des infrastructures. Notre politique majeure de développement pour Côte d'Ivoire, ça c'est de promouvoir la paix et la sécurité. L'atelier de ce jour a tout son sens et mérite que l'on parvienne au terme des échanges à une compréhension commune des défis en matière de protection civile et d'apprécier la stratégie de communication du projet, ainsi que les approches pour sa mise en œuvre efficace et efficiente. Face aux sinistres et catastrophes, l'engagement et la conduite d'action concertée de tous les acteurs est plus que nécessaire pour prévenir ces situations, ou du moins en limiter les conséquences potentielles. Des communications ont été faites à l'endroit des participants sur les enjeux et défis de la protection civile en Côte d'Ivoire et la stratégie de communication pour le développement. À l'issue, une stratégie de sortie du projet sera adoptée. La nouvelle
nouvelle configuration de l'échiquier politique ivoirien fait l'objet du dossier politique de ce jeudi. Le constat, la sphère politique ivoirienne est depuis quelques années en perpétuel mouvement et cela se matérialise par la création de mouvements, d'alliances politiques et de partis politiques. Après le congrès constitutif du RHDP le 26 janvier dernier, les partis de l'opposition aussi s'organisent. Il est annoncé pour la prochaine fois la mise en place d'une plateforme dirigée par le PDCI et elle se dit ouverte à tous les Ivoiriens. Il apparaît alors clairement une nouvelle configuration de la sphère politique en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il exactement et quelles offres pour les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire? Suivons ce dossier proposé ce soir par Kolo Koulibaly. On peut l'affirmer, la sphère politique ivoirienne est en pleine réorganisation. Le RHDP a donné le ton le 26 janvier dernier avec son congrès constitutif. Du côté de l'opposition, la réplique est donnée avec l'annonce d'une plateforme. Elle est dirigée par le PDCI. Elle se veut un regroupement sans idéologie de toutes les forces vives. Je mets en place une plateforme de tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire qui partagent une vision de paix, de réconciliation pour le développement de notre pays. Ce regroupement annoncé, la destination d'Aoukro se renforce. Plusieurs leaders politiques, dont Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI, ont déjà rencontré le président Henri Konan Bédié. L'une de ces dernières rencontres, c'était avec Adié Dominique, président du nouveau parti pour la République et la démocratie. Le président Bédié est pour moi un père. C'est pour moi un père et je pense qu'il est de mon devoir, après avoir créé mon parti, de le rencontrer pour échanger avec lui sur un certain nombre d'aspects. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous sommes un parti de juste milieu, nous sommes le parti du consensus. Et donc nous rencontrons tous les leaders de parti pour échanger et prendre différents conseils avec eux. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, parti de droite, revendique une politique de libéralisme à visage humain. Des élus, cadres, mouvements et partis politiques ont épousé cette politique de l'oufouettisme. Depuis son premier congrès ordinaire, le RHDP mobilise avec un message axé sur le développement. Un message du président Alassane Ouattara, président du RHDP, le Rassemblement des Ivoiriens, pour développer la Côte d'Ivoire. Il travaille pour la Côte d'Ivoire. Il sait très bien que les Ivoiriens ont besoin d'eau. Il donne de l'eau. Il sait que les Ivoiriens, dans le cadre de sa campagne, ont demandé que leur village soit électrifié. Il le fait si bien. Les gens demandent les routes. Il le fait bien. Et partout en Côte d'Ivoire, c'est du développement. Mais si le ton politique est aujourd'hui apaisé, la population, elle, s'interroge. Ses attentes sont nombreuses. Nous, en tant qu'Ivoiriens, notre entendement, c'est la paix au fait qu'on veut. Nous voulons qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Pour nous, les étudiants ou élèves, on veut plus tard travailler, réussir. Mais s'il n'y a pas la paix, on ne pourra pas aller à l'école. On ne pourra pas aussi recevoir les cours comme il se doit. Et puis on ne pourra pas aussi vivre heureux. Pourvu qu'il y ait la paix qui suive et que pour nous, opérateurs économiques, ça puisse bien sûr nous arranger. Il faut penser à tout ce que nous avons connu. Il faut penser aux conséquences de cette crise que nous avions connue en 2010. C'est tout à fait normal, même dans une famille. Il peut y arriver que grand frère, petit frère se chamaillent. Mais quand on pense à l'intérêt général de la famille, il est important de mettre beaucoup dans son verre pour pouvoir, je pense que penser à la paix et à la cohésion sociale qui est pour nous le socle même du développement d'un pays. Selon les analystes politiques, l'enjeu n'est pas tant la bipolarisation de la sphère politique, mais il faut promouvoir une offre basée sur les besoins des populations. Il y a des grands défis comme l'éducation, la formation, l'employabilité des jeunes, la formation des jeunes, la scolarisation des gens. Donc autant de défis. Et nous, en Côte d'Ivoire, nous avons le problème de la réconciliation qu'il faut faire avancer. Nous avons autant de défis qu'il faut essayer de surnommer. Une bonne gouvernance qui puisse tenir compte, au-delà des grands discours, de prendre en compte les vrais problèmes, les problèmes vitaux
des citoyens. Dans cette quête du pouvoir, les démarches diffèrent. Certains hommes politiques de l'opposition évoquent d'autres approches. Si vous pensez que c'est important de réfléchir, de vous mobiliser, société civile, le moment est arrivé. Société politique, au lieu de faire des coalitions contre Ouattara, faisons des coalitions pour la Côte d'Ivoire, pour mobiliser les gens, pour transformer ce pays. Le RHDP, la plateforme, nous sommes dans une bipolarisation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Le camp présidentiel qui défend son bilan et se projette vers 2020, une opposition qui se réorganise en attendant la même échéance électorale. Et espérant que tous ces mouvements politiques favorisent le développement de la Côte d'Ivoire. Un autre sujet en politique, en économie, l'AFI, l'Alliance pour l'inclusion financière, a ouvert hier mercredi 27 février son bureau régional Afrique à Abidjan. Cette organisation internationale œuvre à l'amélioration de la bancarisation dans plus de 90 pays en voie de développement et émergents. L'institution devrait aider les pays africains et surtout ceux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à augmenter leur taux d'inclusion financière par le renforcement de capacités. Et suite à l'ouverture du siège Afrique de l'Alliance pour l'inclusion financière à Abidjan, un événement majeur du secteur économique a démarré à Abidjan ce jeudi 28 février. Il s'agit de la 7e table ronde annuelle des dirigeants de l'initiative africaine des politiques d'inclusion financière. L'objectif de cette rencontre est d'aborder toutes les questions liées au développement de l'inclusion financière en Afrique. Cheikh Koné. En Afrique, 35% de la population dispose d'un compte en banque, quand 15,4% épargnent dans une institution financière et seulement 6,7% a un crédit auprès d'une structure financière. L'un des grands enjeux du continent reste donc l'inclusion financière, mais à ce niveau, les indicateurs sont tous inférieurs à la moyenne mondiale. La tenue de cette rencontre va permettre de discuter les problématiques qui constituent des préoccupations et défis pour le développement de l'inclusion financière en Afrique. Une croissance économique inclusive et durable commence par l'inclusion financière. Nous savons qu'elle joue un rôle important pour intégrer les personnes non bancarisées et financièrement défavorisées dans l'économie formelle en stimulant la création d'emplois qui contribuent à réduire la pauvreté. En la matière, la Côte d'Ivoire fait figure de bon élève. Le choix pour abriter le siège Afrique de l'Alliance pour l'inclusion financière AFI n'est pas fortuit. Le pays est l'un des 2 États membres de l'UEMOA à disposer d'une stratégie nationale d'inclusion financière. Le taux d'utilisation des services de la monnaie électronique est ressorti à 45,9% en 2017, alors que ces services n'existaient pratiquement pas en 2010. Le taux d'inclusion financière est passé de 18,6% en 2010 à 60,7% en 2017. Pour cet événement, plus de 100 décideurs politiques et régulateurs d'institutions membres de l'AFI, venus d'une trentaine de pays, prennent part au débat de haut niveau. Durant 2 jours, les thématiques portant sur l'inclusion financière des femmes et des jeunes filles, des services financiers numériques, du financement des PME, du changement climatique et des technologies financières seront au cœur des échanges. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a entamé mardi dernier une visite de travail de 48 heures en Côte d'Ivoire. Elle a, durant son séjour, effectué une visite de la ville historique de Grand-Bassam, ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Audrey Azoulay s'est aussi rendue dans la commune de Port-Bouët où elle a encouragé 260 femmes de 2 marchés bénéficiaires du programme d'alphabétisation de l'UNESCO par le numérique. Retour sur ses activités dans le pays de la directrice générale de l'UNESCO à travers ce reportage de Walter Amadou Ouattara. De la mairie à la cour royale, en passant entre autres par le musée national du costume, la maison des artistes, l'esplanade du monument dédié au débarquement des missionnaires à Grand-Bassam en 1895, la directrice générale de l'UNESCO s'est fait expliquer chaque étape de sa visite dans la ville historique de Grand-Bassam. Généralement, quand on parle de chasse-mouches, on a l'impression que c'est des mouches qu'on chasse. Si, mais non. Pas seulement. Non. En fait, le roi, il peut recevoir des coups mystiques. Et donc, quand il est là, quand il est en train de recevoir ses coups, en faisant ça, il esquive ses coups. C'est de ça qu'il s'agit
réellement. Accueillie dans la pure tradition à la cour royale, la directrice de l'UNESCO a été faite reine-mère. Elle est désormais baptisée Afiba, nom attribué aux enfants de sexe féminin nés un vendredi. L'invité de marque exhorte la communauté à la préservation de la richesse culturelle que représente Grand Bassam. C'est un patrimoine exceptionnel, une richesse très forte, des valeurs très fortes et qui nécessite qu'on le chérisse, qu'on l'entretienne et qu'on le préserve. Et j'en reviens avec aussi beaucoup de fierté que l'UNESCO soit associée avec ce patrimoine qui est un patrimoine encore une fois mondial. Sa visite nous rassure quant au soutien que l'UNESCO nous apporte et à sa compréhension des difficultés que nous rencontrons et également aux appuis que l'UNESCO pourrait déployer pour nous faire accélérer. Donc nous sommes fiers et confiants en l'avenir. Avant de se rendre à Grand Bassam, la directrice générale de l'UNESCO était dans la commune de Port-Boué. Elle a apporté son soutien à 260 femmes de 2 marchés d'Abidjan, toutes des bénéficiaires du programme d'alphabétisation de l'UNESCO par le numérique. La ministre de l'Éducation nationale souhaite que le projet soit étendu à d'autres communes du pays. En plus des marchés, nous avons un programme d'alphabétisation dans les gares routières, dans les prisons, dans les entreprises, avec les femmes regroupées autour des cantines, celles qui produisent pour donner des vivres aux cantines, et les femmes des coopératives, etc., etc. Tout cela pour permettre à la Côte d'Ivoire de réduire considérablement le nombre d'analphabètes. Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO depuis octobre 2017, est en Côte d'Ivoire pour une mission de travail de 2 jours. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou, le MICA, le marché international du cinéma et de l'audiovisuel, ouvre ses portes dans le cadre du FESPACO. Le MICA, c'est une plateforme d'échange et de rencontres pour le renforcement de la collaboration entre acteurs de ce secteur. Serge Coléa nous en dit davantage. C'est le rendez-vous par excellence des professionnels du secteur. Le MICA, le marché du cinéma et de l'audiovisuel africain, a établi ses quartiers à la place de la nation. Producteurs, distributeurs, réalisateurs, organismes publics ou privés s'y côtoient. Proposer ou concrétiser les meilleures opportunités en matière de télévision et de cinéma en Afrique. C'est l'objectif commun de chacun des participants. Quand on vient ici, c'est pour accompagner tous les professionnels du cinéma de Côte d'Ivoire. Permettre à ceux qui ont par exemple un scénario, qui n'ont pas de financement, de pouvoir rencontrer des partenaires pour le financement. Dans le cadre idéal, on a un secrétariat ici qui organise donc ce genre de rencontres pour booster le cinéma ivoirien. Cela est possible à travers la coproduction. Et le ministre de la Culture, M. Banama, nous encourage dans ce sens-là. Au MICA, les écoles africaines d'audiovisuel se présentent avec leurs meilleurs atouts. C'est le cas de l'ISTC, l'Institut de sciences et techniques de la communication de Côte d'Ivoire, qui a 2 étudiants sélectionnés dans la catégorie documentaire école du FESPACO. Nous obligeons, entre guillemets, nos étudiants à faire un mémoire. Et ils sont assujettis au mémoire et à un suivi, puisque nous avons ce qu'on appelle les pratiques professionnelles, qui est notre marque déposée, et qui permettent aux étudiants d'allier à la fois pratique et théorie. Donc nous sommes suffisamment représentés à travers nos 2 niveaux, licence et master. La Commission de l'Union africaine présente à ce marché valorise ses archives audiovisuelles sur les traditions orales africaines. Nous essayons de soutenir ce domaine depuis des années. Et comme vous le savez, une commission sur le cinéma et l'audiovisuel a été mise en place tout récemment. Exposition de production, projection à la carte, vente et achat de films, signature de contrats constituent les activités majeures de la 19e édition du MICA. Au Sénégal, le président Macky Sall a été réélu avec 58,27% des suffrages, selon les résultats officiels provisoires annoncés ce jeudi par la Commission nationale de recensement des votes. 20,5% pour Idrissa Seck et 15,6% pour Ousmane Sonko. Ces chiffres, qui doivent être encore validés par le Conseil constitutionnel sénégalais, ont été rejetés par les 4 candidats de l'opposition lors de la présidentielle au Sénégal. Ils indiquent toutefois qu'ils ne contesteraient pas ces résultats devant le Conseil constitutionnel. Suivant ce reportage de notre envoyé spécial à Dakar, Sidonie Davila.
Il n'y aura pas de second tour au Sénégal, mais plutôt un second mandat pour Macky Sall. Il arrive en tête de la présidentielle du 28 février dernier. Macky Sall, 58,27%. Idrissa Seck, 20,50%. Ousmane Sonko, 15,67%. Madické Niang, 1,48%. El Hadji Sall, 4,07%. Taux de participation, 66,23%. Dès l'annonce de ces résultats, la ville est restée calme et certains n'ont pu contenir leur mécontentement. Je suis tellement déçu au propos des résultats du Sénégal. Parce que le Sénégal va mal. Avant les élections, le Premier ministre a déclaré qu'il faut gagner avec 58%. Le juge Demba Kandji a confirmé ça aujourd'hui. Pourtant, massivement, les Sénégalais ont voté massivement contre ce régime. Et il y a quelques mois, un responsable du mouvement présidentiel avait dit qu'ils vont gagner les présidentielles à 57% et on était en mois de juillet. Si aujourd'hui nous sommes en fin février et que la délibération est sortie et on dit qu'ils ont gagné à 53%, il y a un problème. Dans le camp de l'APR de Macky Sall, on savoure l'instant de la victoire. Je voudrais d'abord commencer par saluer la maturité du peuple sénégalais, saluer aussi tous les militants sympathisants du candidat Macky Sall et qui l'ont porté à la tête de la magistrature suprême. Fierté pour notre candidat, parce qu'après 7 ans de dur labeur, les Sénégalais se sont rendus compte que le président Macky Sall, loin des tumultes, est en train d'abattre un travail de titan. Les résultats donnés par le président de la Commission nationale de recensement des votes sont officiels et provisoires. Selon la loi électorale sénégalaise, les candidats disposent de 72 heures pour déposer d'éventuels recours auprès du Conseil constitutionnel. C'est cette institution qui est en charge de confirmer ou d'infirmer ces résultats. Et suite à l'annonce des résultats provisoires du scrutin présidentiel sénégalais, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a adressé au président Macky Sall un télégramme de félicitations dont je vous donne lecture à présent. Monsieur le Président et chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême du Sénégal m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence mes très vives et chaleureuses félicitations. En vous renouvelant sa confiance, le peuple sénégalais vient de vous traduire encore une fois sa parfaite adhésion à votre engagement à le conduire vers un progrès économique et social plus accru et plus harmonieux. En cette heureuse circonstance, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, former des vœux ardents de santé et de plein succès dans l'exercice de votre haute mission. Je voudrais enfin assurer ma disponibilité à poursuivre de concert avec votre Excellence le raffermissement des liens étroits d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays. Très haute et fraternelle considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que nous terminons aussi ce journal. Merci de votre aimable suivi. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Retrouvez demain Kolo Koulibaly pour l'information d'ici et d'ailleurs. Bonne soirée chez vous.